Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Donc, toujours un plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo pour continuer avec le programme. Donc, je rappelle que nous sommes en train d'étudier un chapitre très important qui s'intitule La connaissance des aliments. Donc, connaître les aliments est fondamental. Fondamental pour mieux choisir ces aliments, fondamental également dans le sens que cela va permettre une meilleure association, d'assurer la complémentarité des aliments. Cela va permettre aussi de bien les préparer et cela va permettre également d'établir, de réaliser ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Donc, c'est un chapitre très important. Donc, nous sommes en train d'étudier et le deuxième groupe, le premier groupe des aliments, c'était le lait et les produits laitiers. Maintenant, nous sommes en train d'étudier le deuxième groupe, à savoir viande, poisson, œufs. Donc, nous avons terminé avec l'étude de la viande. Maintenant, nous avons vu que ce groupe viande, poisson, œufs est caractérisé par sa richesse en protéines, des protéines de bonne valeur biologique, c'est-à-dire des protéines riches en acides aminés essentiels. Et ces acides aminés sont présents en de bonnes proportions. Alors, on ne va pas généraliser puisque nous savons que chez l'animal notamment, il y a des protéines qui ne sont pas de bonne valeur biologique. Par exemple, les protéines de structure qui ont une structure secondaire, par exemple dans les os, la peau, les tendons, les cartilages. Le collagène, par exemple, le collagène est constitué essentiellement de trois acides aminés qui représentent presque 100%. C'est glycine, c'est proline, hydroxyproline. Donc, vous comprenez? Donc, ces trois acides aminés seulement presque représentent 100% et en protéines, alors que protéines, elles gagnent et 2100 acides aminés. Quand on dit collagène, c'est deux chaînes polypeptidiques qui enroulent l'une autour de l'autre, donc qui totalisent 2100 acides aminés. Donc, ce n'est pas une protéine de bonne valeur biologique. Donc, on a mangé os, on a mangé peau bête, on a mangé cartilage. Donc, non pas et pour les acides aminés que le besoin pour les capables de bien fonctionner. Ce groupe, à savoir, ce groupe, à savoir la viande, c'est pauvre en calcium, en vitamine C, mais par contre riche en fer, en cuivre, en zinc, donc trois oligo-éléments fondamentaux pour l'organisme. Donc, c'est riche en lipides, notamment les abats. Mais nous avons vu que la cervelle, c'est la partie de l'animal qui est extrêmement riche en cholestérol. Donc, cette connaissance va nous permettre de modérer notre consommation de ces produits. Et si on est hypercholestérolémique ou pas, si on est diabétique ou pas, ouais, donc la connaissance des aliments permet aussi de, de modérer, OK? De préparer des menus, tout ça. Donc maintenant, cette catégorie d'aliments, donc c'est pauvre en calcium, riche en phosphore. Donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de fibres alimentaires, donc les fibres alimentaires sont d'origine végétale. Voilà en quelques mots, donc ce qui caractérise cette classe de composés. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec l'étude
des poissons. Nous allons poursuivre avec l'étude des poissons. Donc, un sous-groupe de, de ce groupe, donc il y a trois éléments que nous devons voir. Il y a la viande, le poisson et les œufs. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? La meilleure façon d'explorer la valeur nutritionnelle du poisson, c'est de le comparer, c'est de comparer le poisson à la viande. Ok? C'est de comparer le poisson à la viande. Donc, on dit le poisson est moins calorifique que la viande. Donc, moins calorifique, excusez-moi. Donc, moins calorifique, c'est lié à, à la quantité de graisse contenue dans la viande. OK? C'est lié à la quantité de graisse contenue dans la viande ou dans le poisson. Donc, le poisson est moins riche en graisse. La valeur des protéines du poisson et de la viande, donc, s'équivalent. Donc, les protéines sont équivalentes. Elles ont la même valeur biologique. OK? Donc, ça, c'est une note positive. Le poisson est moins gras que la viande. Donc, si le poisson est moins gras, donc maintenant, vous comprenez pourquoi le poisson est moins calorifique que la viande. OK? Les plus grandes parties poisson, les plus grandes parties des graisses, plus grande partie des graisses du poisson est très bonne pour la santé. Donc, il s'agit de gras de bonne valeur biologique, à savoir les acides gras insaturés, AGI, qui pourra subdiviser en acides gras monoinsaturés et acides gras polyinsaturés. Donc, dans le poisson comme dans l'œuf, donc on va retrouver acide oléique, acide linolénique, acide linoléique, DHA, EPA, EPA, des acides gras indispensables, des acides gras essentiels pour le développement du cerveau. OK? Donc, essentiel pour la femme enceinte, essentiel pour le nourrisson. Voilà. Et là, on donne une spécification. Donc, on parle toujours ici dans ce point des acides gras, mais on vous dit que le poisson contient une graisse particulière appelée oméga 3 qui protège le cœur. OK? Graisse particulière appelée oméga 3 qui protège le cœur. Oméga 3, ici, c'est acide alpha-linolénique. OK? C'est acide. Alors, c'est un exemple. Alpha-linolénique. Il y a d'autres et exemples. Acide alpha-linolénique, c'est un oméga 3. Alors, il y a d'autres exemples d'oméga 3. Laissez-moi mettre en vert pour indiquer que c'est la santé. Voilà. Donc, c'est des acides gras qui protègent le cœur et ont d'autres fonctions aussi. Donc, on verra ça lorsque nous aurons à utiliser les lipides. Le poisson contient moins de cholestérol que la viande. C'est très intéressant. Donc, il faut savoir que l'amour est le poisson qui contient le moins de cholestérol. Ok? Donc, c'est le poisson qui a moins de cholestérol
Mais d'une façon générale, donc le poisson est moins riche en cholestérol que la viande. Donc, c'est très important. Le poisson est riche en iode. Le poisson, c'est un aliment, un animal aquatique. Donc, vous comprenez que la richesse en iode est liée à son origine. Le riche en vitamine B12, vitamine A et vitamine D. Et certainement, vous avez déjà entendu parler de l'huile de foie de morue. Donc, c'est pour l'huile qui baille tout le monde pour ceux qui ont besoin de vitamine A, besoin de vitamine D pour son développement. Et ce qu'on fait, on y ajoute de la vitamine C. Donc, l'huile de foie de morue que nous prenons pour capable de, lorsque nous grippons, nous enrhumés, donc nous prenons pour nous capables de renforcer le système immunitaire. Le poisson est plus minéralisé que la viande, donc vous comprenez pourquoi. Donc, c'est son origine. Donc, le poisson, c'est un animal aquatique. Donc, maintenant, la richesse de l'eau de mer en minéraux donc, va se refléter pour les animaux aquatiques, marins notamment. Donc, le poisson est plus digeste. OK? Le poisson est plus digeste et c'est lié en partie à et, la quantité de graisse qui est moindre dans le poisson par rapport à la viande. Maintenant, analysons les nutriments séparément. Donc, le poisson contient en moyenne 20% de protéines, donc c'est pratiquement la même quantité que la viande, sauf que les huîtres et les moules donc, ont une quantité de protéines inférieure par rapport aux autres produits de mer. Donc, le poisson représente un apport en protéines d'aussi bonne qualité que la viande, c'est déjà dit. Donc, maintenant, voyons l'apport en lipides. Teneur en lipides des poissons est variable. Ça dépend de l'espèce, ça dépend de la zone d'origine. OK? Donc, on classe généralement les poissons en trois groupes, trois catégories. Les poissons maigres, donc dans cette catégorie, donc, on, on trouve 0,5% à 5% de graisse. Donc, on a, par exemple, la morue, poisson que nous consommons presque chaque jour. Donc, les autres, merlan, les sols, dorades, je ne suis pas sûr que c'est des espèces que nous gagnons ici. Peut-être qu'il doit gagner dans ma quête, sortir à l'étranger, mais gagner ici, et je ne suis pas sûr. Poisson demi-gras, 5 à 10%. Et vous connaissez maquereau, sardines, saumon, thon. Et c'est des poissons. Il y en a plein dans ma quête, supermarché, et puis les poissons gras qui ont une quantité de graisse supérieure à 10%. Par exemple, hareng, le fameux hareng. Anguille, donc là, nous avons anguille, et c'est une espèce qu'il a exploitée et c'est aussi surtout dans le Grand Sud, pour exporter à l'étranger. Apport en lipides, donc les lipides des poissons sont composés d'une proportion non négligeable d'acides gras monoinsaturés. Donc, le représentant des acides gras monoinsaturés, c'est l'acide oléique et polyinsaturé, en particulier acide gras polyinsaturé de la série N3. Donc, quand on dit N3, il s'agit de oméga 3. Là, on a deux représentants très intéressants, acide éicosapentaénoïque, éicosapentaénoïque,
OK? Donc, c'est EPA. Donc, c'est 20 carbone, 5 double liaison. Donc, est-ce que vous voyez bien? Penta N. Donc, c'est un acide carboxylique. Voilà, je fais le lien pour vous. Voilà, 5 double liaison. Eico, Eikozane, 20 carbone, penta N, 5 double liaison. OIC, c'est la terminaison pour l'acide carboxylique. Acide docosane, 22 carbone. Hexaène, hexaénoïque, il y a accent ici. Hexaène, voilà, 6 double liaisons. OIC, c'est la terminaison, c'est le suffixe des acides carboxyliques. 6 double liaisons. La teneur en cholestérol du poisson est de 50 à 70 mg pour 100 grammes. Apport en glucides, donc, comme vous le savez, ce groupe est très pauvre en glucides. Et donc, ce n'est pas un élément, un nutriment caractéristique de ce groupe, les glucides. Donc, voyons maintenant l'apport en minéraux des poissons. Donc, je l'avais dit, donc c'est une sous-catégorie qui est pauvre en calcium, représente une source importante de phosphore. Donc maintenant, si on fait le rapport calcium sur phosphore, vous allez voir que c'est très petit, très faible par conséquent. Donc, ce rapport ne favorise pas l'absorption du calcium contenu dans le poisson. OK? Donc, il représente une source importante de phosphore et pour les poissons de mer, donc une source importante d'iode. Il est d'autre part moins riche en fer que la viande. Donc, le poisson est moins riche en fer que la viande. Donc, il y a les coquillages et crustacés qui ont la particularité d'être plus riches en divers minéraux comme calcium, zinc, fer, sodium. Et puis, on a poissons et crustacés sont riches en sélénium. Donc, sélénium, pourquoi j'ai mis en vert pomme, c'est pour attirer votre attention sur sa propriété antioxydante. Okay? Donc, le sélénium, c'est un antioxydant. Avec le cuivre, le zinc, le manganèse, donc ce sont des antioxydants qui aident l'organisme à lutter contre les radicaux libres. Okay? Les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules. Donc, le sélénium, c'est un des minéraux qui aide l'organisme à lutter contre l'effet délétère de ces fameux radicaux libres. Donc, explorons maintenant l'apport vitaminique des poissons. Les poissons sont une bonne source de vitamines du groupe B. Donc, n'oubliez pas que la plupart, ou bien toutes ces vitamines, les vitamines du groupe B, participent au métabolisme de l'organisme, notamment et au niveau des coenzymes. Donc, toutes les vitamines B, si elles ne sont pas elles-mêmes des coenzymes, mais elles participent, elles font partie des coenzymes. Par exemple, biotine, vitamine B8, c'est un coenzyme. Un coenzyme, donc les autres, donc ils sont, et elles rentrent dans la structure des coenzymes. Donc, c'est important pour le métabolisme, que ce soit le catabolisme, la dégradation ou encore la synthèse. Et puis, c'est une bonne source de vitamine E. Donc, c'est évident que c'est évident.
Donc, les vitamines A et D sont également abondantes dans le poisson gras et surtout dans le foie de poisson. Donc, voilà pourquoi. Donc, on fait de l'huile à partir du foie de morue. Donc, l'huile de foie de morue, bon, on utilise pour fabriquer de l'huile qu'on donne surtout aux enfants. Voilà pour la présentation du poisson. Alors, il faut savoir que euh, ces différentes présentations ne sont pas exhaustives, donc on ne pourrait pas dire tout ce qu'on devrait dire sur les aliments. Donc, on vous donne une idée. Maintenant, c'est à vous, en fonction de l'intérêt que vous avez de cours ou pour une catégorie d'aliments ou pas. C'est à vous d'aller approfondir ces connaissances ou du moins de poser des questions donc, pour pouvoir détailler davantage sur les aliments. OK, donc nous allons aborder à présent le dernier sous-groupe, sous-catégorie de cette partie. Nous allons parler des œufs. Nous allons parler des œufs. OK, une sous-catégorie extrêmement importante. Alors, on commence avec cette importante information. Est-ce qu'il dit ici? Le jaune d'œuf tire sa couleur de sa richesse en lutéine et en zéaxanthine, pigment jaune aux propriétés antiradicales. C'est difficile pour ma faire pour étudiants, pas poser question ça. Professeur qui différencie bien entre jeux qui sortent en République dominicaine et jeux panneaux. Et il y a un élément qui attire l'attention, surtout, c'est le jaune. Donc, jaune d'œuf qui produit par poule que nous gagnons est plus foncé, le jaune est plus foncé que le jaune des œufs en provenance de la République dominicaine. Donc, la couleur, OK, de cette partie est liée à l'alimentation de la poule. Est uniquement liée à l'alimentation de la poule. Il ne s'agit pas de quelque chose de génétique, OK? Mais c'est lié à l'alimentation de la poule. Donc, si la poule a une alimentation diversifiée et lui manger un pile produit qui est riche en bêta-carotène, donc vous allez voir que donc, bêta-carotène qui est de couleur orangée, jaune, donc il va permettre que jaune, œuf, mais lui-même il est riche aussi en bêta-carotène et c'est ça qui va la base de la couleur. Donc maintenant, ça déjà, c'est un élément qui fait nous comprendre que les œufs panouillots, c'est des œufs qui sont de meilleure qualité par rapport à ça qui sortit en République dominicaine. Donc, plusieurs raisons, c'est parce que, un, l'alimentation pour a reflété dans richesse œufs en minéraux, en protéines, etc. Donc, pour nous, c'est des poules qui ont une alimentation diversifiée, maïs, petits mets, du riz, au lagué à manger avec, vêtements, etc. Tout ça rejoint. Alors que en République dominicaine, donc, pour nous, c'est des poules que ont élevées juste pour être capables et soit vendre cher ou bien pondre œufs. Donc, c'est-à-dire, ou gagner, par exemple, dans un hangar, peut-être des milliers de poules, et si on prend densité poule, on pourrait gagner un paquet par mètre carré. Donc, si côté donc, il y a du stress et pratiquement c'est la même alimentation et des antibiotiques. Et, parce que vous comprenez, donc côté il y a encore des déchets pour le mourir, donc tout ça peut affecter la santé des poules et affecter la qualité viande et aussi qualité œufs qu'il y a produit.
Maintenant, il y a un débat sur le riz en provenance des États-Unis. Donc, je vous ai envoyé un document et qu'il faut que vous devez résumer en une page. OK? Donc, j'attends ce devoir. C'est pour l'échéance, c'est pour le mardi prochain, je crois. Donc, il faut absolument résumer ce document et me faire parvenir le résumé. Donc, c'est individuel. Maintenant, alors, ce qu'on n'a pas dit, s'il est vrai que le riz contient de l'arsenic, mais ce qu'il faut remarquer, on n'a pas dit que le riz produit en Haïti est dépourvu d'arsenic. OK? Que ce soit le riz en provenance des États-Unis, que ce soit produit en Haïti, donc, il y a arsenic dans du riz. La différence, c'est le taux. C'est peut-être par rapport au fait que Haïti n'est pas un pays industrialisé, côté que on a éliminé des eaux polluées dans les cours d'eau. Donc, ça veut dire que notre sol est moins riche en arsenic que celui des États-Unis ou des autres pays. OK? Mais si on fait, par exemple, ça peut arriver aussi que euh, si on analyse poisson, par exemple, qu'on a consommé, ça peut arriver pour voir que lui aussi est plus riche en plomb ou en arsenic ou d'autres métaux lourds que ça qui sont aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, c'est bien d'attirer l'attention sur ça, mais il n'y a pas que le riz qui soit contaminé ou qui ait une concentration en métaux lourds ou encore en produits nuisibles pour la santé sur les territoires. Donc, il revient à l'État de prendre sa responsabilité de contrôler tout ce qui rentre dans le pays. Mais à côté de cela, donc j'ai toujours pris le soin d'attirer l'attention des gens sur le riz d'une façon générale. Donc, nous consommons l'alimentation humaine et, se base essentiellement sur et, sur quatre céréales. Donc, je crois qu'il y a environ 13 espèces de céréales dans le monde. OK? Donc, certaines espèces servent à l'alimentation du bétail, mais il y a quatre espèces qui représentent l'essentiel de l'alimentation humaine, à savoir le blé, le riz, le maïs et le petit mil ou le millet. Ça dépend de la région où l'on se trouve. Mais est-ce que vous savez que parmi ces quatre céréales, mais le riz, c'est le parent pauvre ou encore le plus mauvais sur le plan nutritionnel, alors que c'est le riz que nous consommons en plus grande quantité. Mais j'ai toujours pris le soin d'attirer l'attention sur ça. Et j'avais vu quelqu'un qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme en ce qui a trait à la concentration d'arsenic dans le riz. Je crois que j'avais partagé cette vidéo avec quelques amis. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ici, si nous avons, par exemple, à faire une émission, on parle de ça, ça va pas faire personne chaud ni froid. Mais quand c'est à l'étranger, ça sorti, c'est comme si c'est quelque chose qu'on ne savait pas, que nous pas déjà parlé. Vous comprenez? Donc, et c'est comme ça est. Maintenant, je voudrais revenir à cet exercice. Donc, je ne sais pas si nous te songé dans le premier contact que nous avons gagné, dans le premier cours que nous avons fait, nous avons gagné un ensemble de dictons pour que nous avons fait nous réfléchir sur eux. Mais il y en a un qui dit, méfie-toi de tout aliment dont l'origine est inconnue. On comprend? Donc, tout ça nous est sorti à l'étranger, quelle que soit sa saleté, depuis dans sachet, dans manite, dans bouteille en verre. Donc, il faut se méfier de ces aliments parce que, donc, il y a gagné là-dedans des substances qui sont capables de nuire à la santé. Donc, se méfier
c'est peut-être pour les prendre avec modération parce que il y a certains dont on ne peut pas se passer. Il faut prendre avec beaucoup de modération, ok, éviter les excès et chercher des alternatives donc pour éviter au maximum de se contaminer. OK? Voilà, donc, justement, le riz, c'est le plus mauvais de cette catégorie. Donc, si on avait essayé de classer par ordre de valeur, ordre ça qui est plus bon, donc on a commencé avec le petit mille. Le petit mille, c'est le best. Et combien on a qui mange petit mille deux, trois fois par semaine? On n'a pas du riz presque chaque jour. Donc, du riz 7 sur 7, 6 sur 7, 5 sur 7. Maïs venu en deuxième position. Blé, dès qu'on mettait blé en deuxième position, oui. Pourquoi ça ne fait pas mettre la deuxième position? C'est parce que c'est un produit que nous exportons. Nous exportons maïs et tout, mais nous avons maïs local. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour qui ça, et du riz, pour moi-même, c'est le mauvais. Alors, excusez-moi si m'ouvre parenthèse, hein. Et non seulement sa richesse en arsenic, mais aussi sa pauvreté nutritionnelle. Gros bagay m'bral dit on a cap fait nous saisir. Du riz, qu'elle te sorti l'autre bord, qu'elle te fait ici, index glycémique est très élevé. Ouais. Index glycémique du riz, c'est un aliment amylacé. Donc, l'index glycémique, c'est un critère de classification des aliments amylacés, c'est-à-dire des aliments riches en amidon. OK, donc on verra ça. Et lorsque nous allons parler des fruits et des légumes ou encore des céréales, des légumineuses, on va parler de l'index glycémique. OK? Donc, du riz, ce n'est pas un aliment que l'on a choisi à manger en pile parce que, comme on l'a révélé, c'est riche en arsenic, en métal lourd, capable d'avoir de graves problèmes de santé et à la longue, mais aussi c'est le plus mauvais des quatre céréales les plus consommées, la plus mauvaise des quatre céréales les plus consommées à travers le monde. Donc, que l'été social à l'étranger, que l'été fait ici, moi-même, mettez tout quand même. D'ailleurs, je fais expérience avec eux. OK? Je fais expérience avec eux. Donc, ils ont tout ils ont augmenté et tout sucre, mon ensemble presque au même niveau. Donc, on fait mes parenthèses là, puisque on a bien l'occasion pour nous parler de céréales en long et en large dans la chute du cours. Voilà, ça c'est un devoir et nous pouvons devoir ça pour nous déjà. Donc, il y a plusieurs façons que nous sommes capables de préparer les œufs. Alors, c'est pas un cours de cuisine, mais quand même, je voudrais que vous fassiez des recherches en ce qui a trait en ce qui a trait aux différentes façons qu'on peut cuire un œuf. Donc, c'est important. Donc là maintenant, vous savez vous voyez ce qu'on a dit ici, l'œuf à la coque est un bon moyen de profiter des bienfaits nutritionnels de l'œuf. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à partir de cela? Et la façon de cuire, de préparer l'aliment peut affecter sa valeur nutritionnelle. Donc, la façon que nous préparons l'aliment est capable d'affecter la valeur nutritionnelle. OK? Si on prend la carotte crue, la carotte crue est meilleure que la carotte cuite. OK? Donc maintenant, en nutrition, nous parlons de crudité. Crudité, c'est tout ça que nous sommes capables de manger cru. Cuité, donc c'est tout ça que nous cuites, les cuités. Cuité. OK? Cuité, crudité. On va m'écrire pour nous. On ne pas bonne expression bien. Équité et crudité.
Et pour- voilà. Donc, cuité, donc c'est tout ça, nous cuite. Crudité, donc c'est tout ça, nous manger cru. Par exemple, la carotte crue, donc, est meilleure que la carotte cuite. Tomate cuite, meilleure que tomate crue. Alors, meilleure, c'est par rapport à l'absorption et de lycopène. Donc, la lycopène est mieux absorbée quand tomate la cuite. OK? Maintenant, façon que nous cuisons aliments, eh bien, il impacte valeur nutritionnelle. Et, yon banane fruit, yon banane bouillie, yon banane boucané, toutes ces bananes, mais vous allez voir que index glycémique, banane boucané est plus faible par rapport à index glycémique banane fruit et banane bouillie. Index glycémique, c'est capacité aliment gagnée pour augmenter taux sucre dans le sang. Donc, quand l'aliment a un index glycémique faible, donc sa capacité d'augmenter la glycémie est faible. Par conséquent, l'aliment ça est plus bon, notamment pour les diabétiques. Donc, c'est-à-dire que si je conseille aux diabétiques manger banane, dans la mesure où on est capable de beaucoup de bananes pour la faire, parce qu'il est plus bon. Pas manger carotte bouillie, manger carotte crue. Vous imaginez que vous mangez du riz, vous mangez pois, du riz à pois, deux aliments qui sont riches en sucre. Ensuite, voilà, associer pomme de terre, un aliment qui gagne un index glycémique élevé. Et puis, vous mettez carotte encore, bouillie. Donc, l'index glycémique des aliments donc, permettre que vous classez en trois catégories, index faible, index moyen, index élevé. Et plus l'index est élevé, c'est plus l'aliment est mauvais pour les diabétiques, est mauvais et par rapport à sa capacité à augmenter donc la glycémie. OK, donc voilà. Donc, c'est important de connaître comment et en quoi consistent donc ces différentes recettes et réalisées à partir de l'œuf, des œufs. Maintenant, on regarde les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes de parties comestibles. Donc, quand on parle de parties comestibles, donc là, on a parlé de jaune, de blanc. Alors, on pourrait peut-être faire un étalage sur l'œuf, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, on va se focaliser seulement sur et, la valeur nutritionnelle. OK? Un œuf moyen pèse 60 grammes, contient 35 grammes de blanc, et le blanc est en plus grande proportion, donc il représente 60% du poids, et 20 grammes de jaune, qui représente environ 30% du poids. Donc, nous connaissons, GA, ce n'est pas seulement blanc avec jaune, il gagne et, comment je dirais, il y a une sorte de protection, OK? Double protection. OK? Donc, probablement, reste 10% qui était, c'est pour la protection externe. Donc, poseur, calant, et puis il y a une membrane entre le blanc et cette partie externe. Donc, pour un œuf de 60 grammes, il y a donc en moyenne 50 grammes de parties comestibles. Voilà. Donc, deux œufs constituent 100 grammes d'œufs aliments. Donc, 100 grammes, c'est deux jaunes, deux blancs. Et 100 grammes, deux jaunes, deux blancs. OK? Donc, probablement, nous avons posé une question. Deuxième question, étudiant me poser, c'est est-ce qu'on est capable de manger deux œufs? Alors, si ou pas malade, si vous êtes bien portant,
aucune maladie, comme c'est le cas pour vous, et surtout des maladies qui ont rapport avec le système cardiovasculaire, si vous pas obèse diabétique, ou pas fait des problèmes, ou pas de problème cœur, la manger 2 œufs euh, une fois, 2 fois, ou même 3 fois par semaine, tout en évitant de consommer d'autres aliments riches en cholestérol, comme le lait, le vache ou encore la viande rouge. Donc, pour moi-même, ça ne pose pas de problème. Et il y a certains et documents qui sont du même avis que moi. Et d'ailleurs, documents aussi de préférence, moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi-même, il n'y a aucun problème à ce que vous mangez 2 œufs 2 ou 3 fois par semaine. Mais encore, aucun problème si vous consommez, mangez un œuf tous les jours. Mais faut que c'est un monde qui est bien important et faut assurer que quantité de viande qu'on va manger ou bien nature de viande qu'on va manger, c'est une viande qui est très riche en cholestérol. Voilà. Alors, on regarde bien, donc, c'est riche en eau, ok, riche en eau, donc 12 grammes de protéines, lipides 10 grammes, glucides 6 traces. N'oubliez pas que ce groupe, donc, il va gagner sucre pratiquement. Cholestérol, donc il y a un bagage qui caractérise ce cholestérol, un pile cholestérol, à l'exception de poissons qui gagnent moins de cholestérol, puis en termes de calories, c'est 140 kilocalories. Vitamine A, de 200 microgrammes, c'est très important. Vitamine D, 1,5 microgrammes. Donc, vous voyez la différence entre la concentration de vitamine A et vitamine D. Calcium, c'est pas beaucoup. Phosphore, 185 grammes. Donc, si on a comparé, si on a fait rapport, et regardez bien, si on a fait rapport calcium sur phosphore, donc ma pointe, c'est inférieur à 0,5. Donc, c'est pas, ce rapport n'est pas favorable à l'absorption du calcium. Le fer, c'est une quantité intéressante. Potassium, 110 et sodium 130. Alors, ma attire l'attention sur ça encore. Les aliments d'origine animale sont de loin plus riches en sodium que le potassium. Donc, vous allez voir que les aliments d'origine végétale sont extrêmement riches en potassium. Donc, la richesse des aliments d'origine animale en sodium, donc c'est un élément qu'il faut considérer parce que le sodium est associé à l'hypertension artérielle et à d'autres problèmes, même le cancer. Ouais, donc les aliments d'origine animale, donc c'est riche en sodium, donc il faut les consommer avec modération. Alors, on regarde les protéines des 2 parties de l'œuf, donc pas oublier que il y a 3 parties, donc il y a la coquille et membrane qui protège, il y a le blanc et le jaune. Donc maintenant, quelles sont les protéines du jaune? Donc, nous avons ovovitelline, donc c'est une lipoprotéine de haute densité HDL. Ouais, ovovitelline HDL, donc 33%. On a ovolivétine, 30%. Lipoprotéine de basse densité LDL, 27%. Et puis on a phosphatine qui représentait 8,5%. OK? Donc maintenant, phosphatine a la capacité de fixer le fer. Donc là, on peut dire que c'est un phosphatine, c'est un facteur antinutritionnel. Et comment nous les phosphatines, c'est un facteur antinutritionnel. Qu'est-ce qu'on entend par facteur antinutritionnel? C'est des molécules capables de protéines ou autres qui font partie de l'aliment, mais qui sont capables de séquestrer un et minéral, par exemple, et puis qui empêchent que le minéral soit absorbé par l'organisme.
Par exemple, oxalate. Donc, oxalate dans les crucifères, donc, il complexé, il séquestrer le calcium. Le calcium. OK? Donc, qui d'autre, et, on verra d'autres facteurs antinutritionnels. Mais songez que la phosphatine lui-même, c'est le fer qu'il fixe. Donc, s'il fixe ce fer-là, donc ça il a empêché que le fer-là absorbé par l'organisme. Donc, les protéines de l'œuf sont d'excellente qualité. Et ce sont des protéines de référence. Donc, quand on veut noter un tableau, hein, lorsqu'on étudie la viande, noter un œuf, c'est protéines qui gagnent tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est la protéine de référence. Donc, quand on veut analyser la qualité du protéine, donc ça nous fait comparer acide aminé qu'elle gagne par rapport à ceux trouvés dans les protéines de l'œuf. OK? Donc, pendant longtemps, on les a considérés comme les protéines de référence. Donc, le CUD, coefficient d'utilisation digestif, excusez-moi, coefficient d'utilisation digestive des protéines du blanc d'œuf dépend de son état. Donc, c'est 4% pour le blanc d'œuf cru, OK? Et 85% pour le blanc d'œuf monté en neige. Ça, c'est pour cette façon pour cuire. Et 92% pour le blanc d'œuf cuit, car il y a dénaturation des inhibiteurs d'enzymes grâce à la cuisson. Voilà pour... Donc, vous comprenez que le blanc et l'œuf, le blanc d'œuf, ici, quand il est cuit, donc, l'absorption est meilleure. Alors que vous allez voir plus loin, peut-être que jaune, non. Donc, et les mieux lorsque les crus, blanc, puis bon, le cuit, mais jaune, non, les plus bons lorsque les crus. Donc là, même certains ouvrages sont conseillés pour manger jaune, non, cru. Et, bah, connaît ces informations, ça là. Maintenant, on regarde les protéines du blanc. Alors, beaucoup de protéines. Donc, le gain ovalbumine, 54%. Donc, c'est la part du lion. Ovoconalbumine, ovomucoïde, ovoglobuline, lysosine, ovomucine, flavoprotéine, ovomacroglobuline, inhibiteur d'enzymes. Et puis, on a avidine. Donc, avidine, c'est un facteur antinutritionnel. Donc, regardez bien, nous avons phosphitine, facteur antinutritionnel, c'est-à-dire qui est capable d'empêcher, diminuer, bloquer l'absorption du fer. On a avidine, qui c'est une protéine, OK? On l'appelle aussi antibiotine, OK? Car elle limite l'absorption de la biotine, vitamine B8, mais elle est dégradée par la chaleur. OK? Donc maintenant, il est dégradé par la chaleur et par conséquent, donc ça permet la chaleur est capable et faciliter une meilleure absorption de la vitamine B8. OK, donc pour nous gagner propriété de chaque protéine, ça, donc on a gardé propriété. OK, donc mais seulement songer que protéine principale protéine du blanc de l'œuf, c'est ovalbumine, 54%. Ensuite, il y a une protéine qu'on appelle avidine. OK? C'est ce qu'il faut se rappeler ici. Nous n'allons pas. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, il y a plusieurs protéines dans le blanc de l'œuf. Donc, protéines qui, en plus forte proportion, plus de 50%, c'est ovalbumine. Ensuite, ça, on a parlé de ça en pile. Ensuite, vous gagnez une protéine qu'on appelle avidine, qui est en plus faible, qui est en plus faible proportion, je crois. Oui, plus faible proportion. Les mêmes, c'est un facteur antinutritionnel. Donc,
qui ça le fait? Il empêche l'absorption de la vitamine B8. Donc, si bien que l'antibiotine et elle est détruite, dégradée par la chaleur. Donc, voyons maintenant les apports en lipides des œufs. Donc, il n'y a pas de lipides dans le blanc de l'œuf. Le blanc de l'œuf est constitué essentiellement de protéines. OK? Donc, maintenant, les lipides représentent 12% de l'œuf entier. Ils sont contenus uniquement dans le jaune. Voilà, on reprend cette information. Uniquement dans le jaune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lipides dans le blanc. Et 35 grammes de lipides pour 100 grammes de jaune d'œuf, soit environ 7 grammes de graisse pour... Alors, 35 grammes pour 100 grammes de jaune, OK? Donc, ça environ 7 grammes de graisse pour un jaune. Donc, et comportant une forte proportion de phospholipides. Donc, les phospholipides, ce sont des lipides complexes. OK? Ce sont des lipides complexes. 2 tiers des lipides sont sous forme de triglycérides. Donc, triglycérides, c'est forme de stockage des lipides dans l'organisme. Donc, nous parlons au niveau de cellules spécialisées, OK, spécialisées dans le stockage des graisses. Donc, maintenant, 30%, OK, 30% des acides gras, c'est acide gras saturé. Nous avons acide palmitique, surtout, et acide stéarique. Ce sont des acides gras saturés, c'est-à-dire qui dont des acides gras dont la chaîne carbonée est saturée, c'est-à-dire il n'y a pas de double liaison dans ces chaînes d'acides gras. 50%, dont 50% d'acides gras monoinsaturés, donc le principal représentant des acides gras monoinsaturés, donc vous le savez, c'est l'acide oléique. 20% d'acides gras polyinsaturés, surtout acide linolénique, oméga 6. OK, si je ne me trompe pas. Oméga 6, si je ne me trompe pas. On trouve de petites quantités d'oméga 3, eicosa pentaénoïque, acide eicosa pentaénoïque et acide docosahexaénoïque. Le tiers est sous forme de phospholipides, donc 2 tiers sous forme de triglycérides, 1 tiers sous forme de phospholipides. Et qu'est-ce qu'on a comme phospholipides? On a ovolécithine. OK, lécithine, effectivement, c'est un phospholipide. OK, un phospholipide qui gagne là-dedans choline, la choline. OK? Donc, ovophospholitine, donc c'est un agent émulsifiant. Agent émulsifiant. Cela veut dire que si vous besoin un mélange homogène entre l'eau et l'huile, ajouter phosphore et lécithine là-dedans. Donc, lécithine là pral et bon un mélange homogène. Le jaune d'œuf est d'autre part une source importante de cholestérol, 1500 grammes de cholestérol pour environ pour 100 grammes, donc soit 300 mg de cholestérol pour un jaune. Donc, il faut être prudent dans la consommation des œufs. Donc, si vous êtes sain, si vous êtes bien portant, donc aucun problème, achetez nous manger 11 œufs chaque jour. Ou du moins, ça arrive que vous prenez 2 œufs d'un seul coup, 2 ou 3 fois par semaine. Mais il ne faut pas manger 2 œufs chaque jour pendant les 7 jours de la semaine. Donc, ça peut, et à la longue, et pas même à la longue, à moyen terme, donc augmenter le taux de cholestérol. La consommation de 6 œufs par semaine chez le bien portant n'entraîne aucune cholestérolémie. Donc maintenant, je vous encourage
à manger des œufs parce que c'est un super aliment. C'est pas bagaille que nous devons priver tête. Non. Il est vrai que s'il n'a pas les deux œufs, donc il faut dire que les œufs locaux sont de meilleure qualité que ça qui sont de l'autre bord. Mais malheureusement, c'est très cher. Imaginez-vous qu'on se paye à vendre 20-25 $, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Et 25 $, c'est un bel pâté qui a plein ventre, 11 œufs, même s'il est bon. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que nous pas manger pour plein ventre, mais pour plein ventre là, et puis manger bien, donc il faut quand même un peu d'argent. Voilà, donc dans la mesure du possible, donc, essayer de consommer des œufs parce que c'est bon pour la santé et surtout la santé cardiovasculaire parce que c'est riche en bons gras. OK? Voilà. Maintenant, explorons et l'apport en minéraux. Donc, l'œuf est un aliment richement minéralisé. OK? Le jaune est riche en phosphore et en fer. Le fer est faiblement absorbé en raison de la quantité de phosphate présent dans le jaune. Comme la viande et le poisson, il représente un faible apport de calcium associé à un rapport calcium sur phosphore très défavorable à son absorption. On a vu ça. On a vu que dans 100 grammes d'œuf, il y a 70 mg de calcium et 148 mg de phosphore. Une teneur intéressante en potassium, en phosphore, en zinc, en sélénium et en iode. OK, donc une bagay que nous remarquons dans les œufs surtout et nous associer avec les œufs qui dorment, c'est que nous avons une couche grisâtre qui est formée en périphérie du jaune. Donc, ça n'a constaté là, eh bien, c'est lié à la libération de soufre. OK, lorsque l'œuf subit une cuisson prolongée. Donc, le nouveau isotope, il y a soufre qui est libéré et c'est soufre ça qui a coloré extrémité en gris. Donc, maintenant, soufre là, côté sorti, n'oubliez pas que l'œuf, c'est un aliment riche en protéines. OK? Maintenant, dans les protéines, vous avez des acides aminés soufrés, comme cystéine et méthionine. Donc, c'est acide aminé ça qui est libéré soufre, qui a coloré et jaune en gris. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et que m'a posé nous, et que faut que nous avons réponse, est-ce que sous jeu ça, qui gagne couche grisâtre ça, qui forme sous lien, est-ce que le propre à la consommation? Est-ce que le pas nuisible pour la santé? Donc, faire des recherches et puis pour des réponses pour moi. Mbalba nous un exemple, pomme de terre. Donc, on pomme de terre. Maintenant, si vous avez une pomme de terre qui est au aspect au couleur bleu, il ne faut pas la consommer parce que c'est toxique. Donc, une pomme de terre qui est au couleur bleu, donc c'est une pomme de terre qui est toxique, donc il ne faut pas la consommer. Donc, alors, on ne pas dire que couleur gris, ça lui confère une certaine toxicité à l'œuf. Maintenant, et moi, vous et nous allons faire recherche là pour nous dire, mais est-ce que je, ça, qui gagne un souffle, qui libère là-dedans, est-ce que sauf ça, les vient rendu impropre à la consommation? Apport en vitamines de ce groupe, non seulement pauvre en calcium, mais pas de vitamine C. Et on sait que la vitamine C est importante pour l'absorption du fer. Vitamine liposoluble dans le jaune, vitamine D, vitamine A et probablement vitamine E. L'œuf est une bonne source de vitamine du groupe B.
donc vitamines qui interviennent dans le métabolisme. Il n'y a pas de relation entre la couleur, ok, plus ou moins intense et sa teneur en vitamines. Le jaune est parfaitement digéré cru. Le jaune est parfaitement digéré cru. Ok, jaune, géant, donc il pas de problème pour digérer lorsque vous consommez le cru. Alors que blanc lui-même, c'est lorsque les cuit, eh bien, les meilleurs. Donc, la cuisson du blanc est un facteur essentiel pour la biodisponibilité de ces protéines. Est-ce que vous voyez? Donc, jaune, non, aucun problème pour nous consommer le cru. Et si nous regardons les richesses en protéines des deux parties, nous avons que blanc est longtemps riche en protéines que jaune, non? Ouais. Là, on fait mention de combien de protéines? De 4 protéines. Donc là, il y a presque 10 à ouais, 5, ouais, 10 ou 12, 11 ou 12 protéines. Donc maintenant, il faut retenir cette information importante. Le jaune est parfaitement digéré cru. Et puis, la cuisson du blanc est un facteur essentiel pour la biodisponibilité de ces protéines. Voilà, et on parlait de ces lipides. Donc ici, on a acide gras saturé. Voici un exemple d'acide gras saturé, c'est acide arachidonique et acide palmitoléique. Nous avons acide palmitique. Donc, si nous enlevons double liaison, ça nous fait tourner un simple liaison là-bas, nous acide palmitique, acide linoléique. Voici acide linoléique. On regarde qui oméga lié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, oméga 6. Donc, lorsqu'on commence la numérotation à l'extrémité et CH3. Donc, on parle d'oméga. Ouais, carbone 2 carbone 3 carbone 4 carbone 5 carbone 6. Donc, premier dominaison sur carbone 6, donc c'est oméga 6. OK, oméga 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, la principale fonction des acides gras est de servir de matériaux de construction des membranes. Alors, on parle de membranes cellulaires. OK, membrane cellulaire, donc qui inclut toutes les membranes de la cellule. Et ici, on continue. Voici acide éicosapentaénoïque. Combien de liaisons? 1, 2, 3, 4, 5. On regarde qui est oméga lié. Donc, pour nous faire oméga, donc il faut commencer la numérotation à partir de l'extrémité oméga, c'est-à-dire l'extrémité CH3. Donc, un carbone, deux carbones, trois carbones. Ouais. Donc, éicosapentaénoïque que nous venons pile dans poisson, que nous venons dans œufs. Donc, c'est un oméga 3. Premier double liaison sur carbone 3. Acide docosahexaénoïque également. Ouais, un, 2, 3. Excusez-moi. Voilà, ici, c'est un atome de carbone, donc tout le monde voit. Là également, c'est un atome de carbone, ça fait 2. Et puis, cette extrémité également, c'est un autre atome de carbone, ça fait 3. Donc, double liaison 1, les sous carbone 3, et par conséquent, c'est un oméga 3. Donc, quand on commence la numérotation à cette extrémité, OK, donc on parle de oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9. Donc, graisse que vous pas mettre là, et qui est c'est précurseur de ces deux acides gras, c'est acide alpha-linolénique. Acide alpha-linolénique, c'est le précurseur de ces deux acides gras. Donc, nous avons DHA et PA sont surtout incorporés aux molécules de et ça aussi des acides des lipides complexes. OK? Alors, PE, c'est pour phosphatidyl
éthanolamine, et PC, c'est phosphatidylcholine. OK? Donc, OK. Et phosphatidyl, on va écrire le nom. Phosphatidyl éthanolamine. OK? Ce sont des lipides complexes, ce sont des phospholipides. OK? Phospholipides, phosphatidyl, phosphatidylcholine. OK? Alors, quand on dit PE, phosphatidylcholine. Donc, ce sont des éthanolamines. Donc, ce sont des lipides complexes. OK? Phosphatidyléthanolamine, phosphatidylcholine. Donc, ici, c'est PC. OK? Éthanolamine. Voilà. Éthanol amine. Donc, c'est un éthanol qui gagne un groupement amino. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Donc, DHA et EPA sont surtout incorporés aux molécules de phosphatidyléthanolamine, phosphatidylcholine, de certaines membranes, notamment dans le cerveau et la rétine. OK? C'est très important dans le cerveau et la rétine. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ces acides gras, donc, sont indispensables dans l'alimentation de la femme enceinte et l'alimentation des enfants, notamment les enfants de bas âge, parce qu'ils ont contribué dans le développement cerveau-thyroïdien, OK, contribué dans le développement et probablement jouent un rôle important dans la vision chez l'homme. Et puis, pour terminer, donc, nous gagnons, alors ça, c'est un rappel sur les différents types d'acides gras. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les acides gras saturés. OK? Voici les acides gras saturés. Donc, on a parlé de acide palmitique, on a parlé de acide stéarique. Donc, ouais, acide palmitique, c'est 16 carbone. Nombre d'atomes de carbone, 16. Et voilà, et comme c'est moins 15 là. Et acide stéarique, c'est oui, oui, 15 et puis plus COH. Acide stéarique, c'est 18, donc c'est 17. Alors, on donne la formule générale. OK, graisse, graisse. Donc, quand on dit graisse, donc c'est d'origine animale. Ouais, depuis nous, ouais, graisse, donc c'est que c'est d'origine animale. Acide arachidonique, donc là, non, l'huile d'arachide. OK, maintenant, acide laurique. Songez à acide laurique. Donc, acide laurique, c'est un acide gras à chaîne moyenne. Donc, acide gras saturé, acide gras, on est capable de subdiviser en trois catégories selon la longueur de la chaîne. Donc, je crois que de 4 à 10, ils sont considérés comme des acides gras à chaîne courte. Maintenant, de 11 à 14, je crois, c'est acide gras à chaîne moyenne. Et puis, supérieur à 14, donc c'est acide gras à chaîne longue. Donc, acide gras à chaîne courte et à chaîne moyenne, il y a des propriétés nutritionnelles qui sont plus importantes, plus intéressantes que les acides gras saturés à chaîne longue. Par exemple, l'acide butyrique, vous allez voir que c'est produit par la flore intestinale ou encore le microbiote et qui joue un rôle protecteur contre les cancers colorectal. Vous allez voir que l'acide laurique, les mêmes, qui va être transformé en monolaurine dans l'organisme et monolaurine, non, c'est une substance qui booste le système immunitaire et la caille.
OK? Donc, parmi les acides gras et à chaîne longue, donc, on voit les gains qui athérogènes, qui est capable de participer dans la formation des plaques d'athérome, etc. Donc, c'est des gras qu'il faut consommer avec modération. Maintenant, la question, est-ce qu'il faut manger moins gras ou mieux gras? Donc, ma réponse, non. Est-ce qu'il faut manger moins gras ou mieux gras? Donc, j'attends un commentaire et vos réponses. Deuxième catégorie, c'est les acides gras monoinsaturés. OK? Donc là, nous avons deux représentants, acide palmitoléique, OK, en double liaison, je crois, palmitoléique, acide oléique. Donc, c'est le représentant des acides gras, OK? Le représentant des acides gras monoinsaturés. Et puis, ici, nous avons acide gras et acide gras polyinsaturé. OK? Attends. Donc là, on a mis acide arachidonique parmi les gras saturés. Donc, je crois que c'est une erreur. Hein? Je crois que c'est une erreur qu'on a fait. Donc, ici, je vais vérifier ça, même plus quoi son erreur qui est faite là, parce que et, je crois que acide arachidonique, pas un acide gras et saturé. Acide arachidonique, il y a plusieurs liaisons. Et acide linolénique, C18, oméga 6, acide alpha-linolénique. Ici, c'est linolénique. Et voici le précurseur de EPA et DHA, EPA, acide arachidonique, qui provient aussi, je crois, de acide linoléique. Donc, voici exemple de quelques acides gras et leur classification en fonction de la présence ou de l'absence de double liaison. Voilà, donc on s'arrête là et on poursuit avec le cours la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, faire aussi des commentaires dans cette rubrique. Et nous avons plus deux questions pour nous répondre moins. Et là, et puis nous avons deux devoirs que nous avons pour nous remettre la semaine prochaine. Merci d'avoir visionné donc, la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma page en façon pour nous capables de recevoir automatiquement les notifications de chaque vidéo que moi poste. Et puis, dis-moi qui ça nous pensait sur cette méthodologie, à savoir enregistrer le cours et déposer sur YouTube pour nous. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle technique qui a été utilisée à travers le monde? Même pensez si, je ne sais pas quoi, il y a un professeur qui fait ça ici. Mais moi-même, moi, je pensais que par rapport au contexte, donc, il est important pour que nous joignions des alternatives pour que cette activité importante pour le pays n'est pas campée, à savoir l'enseignement. Donc, merci. Donc, soyez prudents et prenez soin de vous.